Mardi 15 novembre 2022, on le disait, le Sénat va examiner la proposition de résolution en application de l'article 34.1 de la Constitution visant à appliquer des sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan et exiger son retrait immédiat du territoire arménien, à faire respecter l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020 et favoriser toute initiative visant à établir une paix durable entre les deux pays. Une proposition présentée par le sénateur Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues. Et pour en parler et faire le point sur cette situation dans cette région du monde, nous allons retrouver notre invité en direct ce matin. C'est Tigran Yegavian, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement et co-auteur de ce livre Haut-Karabakh, le livre noir aux éditions Ellipse. Bonjour Tigran. Bonjour Ilana, merci de votre invitation. Merci à vous d'être là ce matin sur Radio J pour parler donc de cette situation qui a été et qui est toujours finalement un petit peu ignorée du reste du monde malheureusement, mais situation que nous sur Radio J suivons toujours de près. Alors on va évoquer bien sûr tout ce qui se passe sur le plan diplomatique, mais d'abord sur le terrain. Il y a eu de nouvelles attaques azéries, je crois, contre le territoire arménien. On parle d'ailleurs toujours de nettoyage ethnique. Clairement, quelle est la situation actuellement ce jour sur place ? La situation est la suivante. À ce jour, les forces armées azerbaïdjanaises occupent un peu moins de 100 km² de territoire souverain à la République d'Arménie, mais ils occupent des portions ultra stratégiques, puisque ce sont des hauteurs, en fait, qui permettent de couper cette bande montagneuse très, très étroite qui relie l'Arménie à l'Iran, est une région ultra stratégique parce que ça permettrait à l'Azerbaïdjan de couper l'Arménie en deux et de pouvoir justement faire la jonction avec son grand frère, la Turquie. Et les Arméniens ont besoin d'un soutien de la communauté internationale afin de désigner clairement qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Ils s'étonnent pourquoi il est tellement évident, tellement facile de désigner, et c'est tout à fait exact, la Russie comme l'agresseur de l'Ukraine, et pourquoi les chancelleries occidentales peinent à prendre une mesure, à indiquer qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie depuis le 13 septembre dernier. Rappelez-vous, le 13 septembre, c'est la date à laquelle l'armée azerbaïdjanaise a lancé une très vaste offensive militaire avec des armes lourdes contre le territoire de l'Arménie. L'Arménie qui est un État extrêmement vulnérable et fragilisé par la dernière guerre de 2020. Dans le Haut-Karabakh. Ouais. Alors certains peuvent faire la confusion entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, même si le Haut-Karabakh c'est un territoire peuplé en majorité d'Arméniens. Il faut rappeler ce que cherche l'Azerbaïdjan. Au-delà du Haut-Karabakh, ce territoire donc disputé aujourd'hui, c'est l'Arménie même qui est grignotée avec la volonté de créer donc un couloir, je crois, pour relier les deux pays. Il y a 3 projets. L'Azerbaïdjan poursuit un premier projet, c'est en finir une fois pour toutes avec l'Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh arménien. Pour information, il y a à peu près 110 000, 120 000 Arméniens qui sont restés malgré les conditions sécuritaires extrêmement précaires, puisque c'est juste un petit contingent de soldats russes de maintien de la paix qui assurent leur sécurité. L'armée arménienne s'est retirée du Haut-Karabakh. Le deuxième point, donc, c'est un corridor extraterritorial qui échapperait donc à la souveraineté arménienne pour étouffer davantage l'Arménie, pour le dévitaliser. Donc c'est le panturquisme qui est à l'œuvre. Et le troisième, l'Azerbaïdjan cherche à transposer son avantage militaire en victoire politique, c'est-à-dire obtenir non pas un accord de paix comme elle le prétend, mais un accord de capitulation de l'Arménie, c'est-à-dire que l'Arménie, qui est dans un rapport de force qui est absolument pas favorable, devrait donc concéder de nouveaux territoires encore, parce que l'Azerbaïdjan lorgne aussi d'autres portions du territoire arménien. Il y a tout un irrédentisme dans la propagande azerbaïdjanaise qui affirme que le lac Sevan, la capitale de l'Arménie sont des territoires historiquement azerbaïdjanais. Oui. Donc on ne sait pas où ils vont s'arrêter, et surtout ce qui est très significatif, c'est l'impunité. L'Azerbaïdjan agit de façon impunie, et donc elle peut avancer tant qu'on ne l'arrête pas. Et vous parlez justement de propagande azérie. Alors il y a quelque chose de très intéressant, on en parle peu dans les médias, mais on a pu voir sur les réseaux sociaux, un peu comme ce qui se passe d'ailleurs dans les écoles palestiniennes à Gaza, la propagande qui est enseignée dans les écoles azerbaïdjanaises contre les Arméniens. On habille notamment des enfants en militaires, en blessés de guerre. Alors qu'est-ce que ça dit de la société azérie aussi ? Depuis un peu plus de 25-30 ans, l'arménophobie, la déshumanisation des Arméniens est un outil de propagande à tous les échelons de la société azerbaïdjanaise, parce que ça veut dire que le pouvoir azerbaïdjanais des Aliyev, une dictature qui règne au pouvoir en Azerbaïdjan sans partage depuis plusieurs décennies, essaie de détourner les regards sur les inégalités, sur la corruption. Donc ce qui fait ciment national, ce qui fait qu'il y a un vrai adhésion de la population azerbaïdjanaise à ce pouvoir, c'est le sentiment de haine contre les Arméniens, de déshumanisation, qui n'est pas sans rappeler la haine, l'antisémitisme contre les Juifs, déjà dans l'entre-deux-guerres, et qui a été après instrumentalisé par les mouvements radicaux islamistes. Donc il y a vraiment, je crois, il y a un vrai parallèle aussi, parce que l'arménophobie est une idéologie
qui est vraiment à l'œuvre en Azerbaïdjan depuis l'avènement au pouvoir du fils du dictateur Aliyev, donc Ilham Aliyev en 2003. Et quand vous avez des trophées, des parcs de trophées, par exemple à Bakou, dans lequel on a des figurines arméniennes complètement ignobles, sans que cela soulève de l'émotion de la part de la communauté internationale, encore une fois, le pouvoir Aliyev continue parce qu'il sait qu'il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est le rapport de force. Et pour l'instant, il essaye justement de mettre en profit le fait qu'il exporte des hydrocarbures à l'Europe. L'Allemagne est assoiffée d'approvisionnement énergétique, essaye justement de calmer les Français dans une volonté de proposer une sanction contre le pouvoir azerbaïdjanais. Donc il faut savoir que cet hydrocarbure, en tout cas cette consommation énergétique, elle est minime, puisque c'est que 2% de la consommation européenne qui répond donc aux besoins. Si vous voulez, l'Azerbaïdjan n'exporte pas énormément de gaz par rapport à d'autres fournisseurs, notamment maghrébins. Ou norvégiens. Donc je crois qu'il y a vraiment un leurre sur ce sujet. Alors parlons de la communauté internationale, Tigrane, sur le plan diplomatique. Samedi dernier, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue azéri Ilham Aliyev. Tous deux ont souhaité, en tout cas ont dit souhaiter maintenir une étroite coordination. Emmanuel Macron qui, dans le même temps, doit s'entretenir aussi avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian le 19 novembre. Alors on le voit, le positionnement de la France est toujours un petit peu ambigu. La France reste toujours très neutre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, comme vous le rappelez dans votre livre. Depuis 1921, en 1939 également, la France n'a jamais vraiment soutenu l'Arménie très clairement. Disons que je crois qu'il y a vraiment un deux poids deux mesures. Bon, d'un côté, l'armée française, elle est arménophile. Je veux dire, il y a une tradition vraiment d'amitié, de fraternité, d'armes même entre Français et Arméniens qui remonte au Moyen Âge. La France, la diplomatie française, oui, elle est frileuse, elle est pusillanime, mais là, je crois qu'il y a une nouvelle donne qui se passe. C'est que depuis le conflit de 2020, il n'y a plus de groupe de Minsk. Avant, la France était coprésidente de ce groupe de contact visant justement à un règlement politique avec les Russes et les Américains. Or, ni les Russes, ni les Azéris, ni les Turcs ne veulent de ce groupe de Minsk. Les Français sont très isolés et voient très bien que ce groupe est moribond. Donc maintenant, nous avons à l'œuvre d'autres formats de discussion. Un format européen avec Charles Michel, avec un autre format donc aussi avec Emmanuel Macron à des niveaux ministériels et des chefs d'État, et aussi un format de discussion russe. Donc la France, elle est plus flexible, si vous voulez, elle est plus souple, même si elle n'a pas énormément de levier de pression, parce que ce que les Arméniens attendent de la France, ce n'est pas de l'amitié, c'est pas des grandes déclarations, c'est des armes. Ouais. Les Arméniens ont besoin d'armement français pour pouvoir se protéger contre les attaques azerbaïdjanaises. Je ne suis pas certain que la France, membre de l'OTAN, puisse livrer des armes sans l'accord justement de ses partenaires. Puisque, comme vous le savez, l'Arménie fait partie du mauvais camp, du camp des méchants, puisque l'Arménie est un pays vassal de la Russie, elle est membre de l'OCTS et les Russes ne pratiquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, une politique de solidarité vis-à-vis des Arméniens. Bien sûr. La Russie soutient l'Arménie comme la corde soutient le pendu. C'est ce que disait d'ailleurs récemment Valérie Toranian au micro de Radio J. On a vu en Arménie justement, et je crois qu'encore aujourd'hui à Yerevan, il y aura une manifestation pour réclamer notamment le retrait de l'OTSC, donc ce groupe dans lequel sont les Arméniens. Les Arméniens ne veulent plus être dans ce groupe. Oui, l'opinion arménienne est remontée contre la Russie parce que, pardonnez-moi l'expression, la Russie se comporte comme un proxénète. C'est-à-dire qu'elle protège l'armée tout en la battant parce que les intérêts russes ne coïncident plus vraiment avec les intérêts arméniens, puisque l'Arménie est considérée comme une variable d'ajustement dans un échiquier qui dépasse de très loin la grille de lecture arméno-azerbaïdjanaise. Comprenons-nous bien, ce conflit-là est un conflit mondial, est un conflit mondialisé en tout cas, puisqu'il voit apparaître différents niveaux de conflictualité. Une rivalité turco-russe, une rivalité entre l'Occident et la Russie, une rivalité aussi feutrée pour le coup entre l'Iran et Israël. Donc tout cela fait que le petit Karabakh, qui était persuadé que l'assurance vie russe serait prolongée à vitam aeternam, est dépassée par la mondialisation et l'Arménie a besoin désespérément de nouvelles alliances stratégiques. C'est pour ça qu'elle regarde aussi du côté de l'Inde, qu'elle essaye aussi de voir avec les Émirats arabes unis si elle peut trouver des alternatives à cet État russe
qui les sert de plus en plus. Alors justement, on parle de cet étau russe, il y a également l'Iran. Alors ça, c'est un soutien problématique, notamment pour les États-Unis. Le soutien de l'Arménie est réciproquement à l'Iran. L'Iran qui a une frontière avec l'Arménie, on le rappelle, qui aide les Arméniens. Récemment, c'est Nicole Pachinian qui se félicitait d'avoir des liens forts avec Téhéran, alors que c'est un régime aussi très problématique, très violent. On le voit avec les manifestations en Iran en ce moment. L'Arménie ne doit pas se contenter, en fait, c'est ce que vous nous dites, de cet allié controversé. Mais est-ce qu'elle peut vraiment trouver d'autres alliances? Est-ce qu'elle a cette possibilité? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus je ne veux pas exagérer. Le partenariat avec l'Iran est un partenariat essentiellement économique. C'est-à-dire que l'Iran ne livre pas d'armement à l'Arménie. C'est très important. L'Iran, tout ce qu'elle peut faire, c'est apporter un soutien diplomatique pour conserver le statu quo à la frontière nord. C'est-à-dire que l'Iran voit d'un très mauvais œil ce qu'on appelle le panturquisme, c'est-à-dire l'encerclement par l'Azerbaïdjan et la Turquie de tout son flanc nord, parce qu'elle a une immense communauté azerbaïdjanaise de plus de 20 millions de personnes. Et donc, elle veut absolument garder une frontière avec l'Arménie, non pas pour les beaux yeux des Arméniens, mais pour pouvoir avoir un accès au marché du Nord, à la Géorgie, à la mer Noire, à la Russie. C'est une voie de communication ultra stratégique pour l'Iran. C'est pourquoi l'Iran ne va pas faire plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire ouvrir un consulat dans la ville de Kapan, dans cette région du sud de l'Arménie, promettre des investissements économiques, des exportations d'électricité, de gaz, en échange justement d'un projet de route une nouvelle route qui va passer par l'Arménie avec des Ouais. fonds internationaux. Mais tout cela est encore très très hypothétique. L'Iran n'est pas en état d'aider militairement l'Arménie. Mm. L'Inde peut-être, l'Inde vend de l'armement à l'Arménie. Je doute que ça va pallier à l'absence de soutien de la Russie. Et puis les Arméniens sont divisés. Vous avez une majorité gouvernementale qui est complètement perdue, puisqu'elle voit que l'Occident ne veut pas soutenir l'Arménie, et elle voit aussi que les alliés, les opposants arméniens, donc notamment du Karabakh, Ouais. considèrent qu'il n'y a pas d'alternative à la Russie. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement délicate, une ligne de crête où les Arméniens essaient de gagner du temps tout en essayant aussi de diversifier un petit peu leur Ouais. partenariat. Et effectivement, dans ce contexte de guerre avec l'Ukraine, si la Russie l'emporte, l'Arménie va avoir un problème de souveraineté. Si la Russie perd, l'Arménie va avoir un problème de sécurité. Et c'est vraiment un dilemme insoluble depuis son indépendance. Comment faire en sorte qu'on puisse réconcilier la sécurité à la souveraineté. Important de parler du rôle des Arméniens également. Tigran, l'ex-banquier russo-arménien Rouben Vardanian, vient tout juste de prendre les fonctions de Premier ministre du Haut-Karabakh. Son projet, sauver l'un des fondements du monde arménien de la destruction en assurant la coexistence avec son voisin azéri, une tâche qui pourrait prendre plusieurs décennies. Alors c'est un milliardaire, on l'a dit, il s'installe dans cette région. Pourquoi la diaspora arménienne et les observateurs extérieurs pourraient se poser la question, du moins celle qui a les moyens de le faire, la diaspora qui est assez riche, ne s'installe pas aussi dans cette région? Est-ce que ce ne serait pas là la forme de résistance la plus forte? Ben là, vous voyez, là, vous soulevez vraiment le point le plus sensible, c'est qu'en 30 ans, les élites arméniennes du Haut-Karabakh et l'Arménie n'ont rien fait pour peupler des territoires ultra stratégiques qui devaient historiquement revenir à l'Arménie. Et le Haut-Karabakh s'est endormi un peu sur ses lauriers pendant 30 ans, puisqu'il n'a rien fait pour attirer des investissements massifs de la diaspora. Lorsqu'il y a eu la guerre en Syrie, nous avions des milliers de réfugiés arméniens en Syrie et certains étaient désireux de s'installer au Karabakh. Très peu ont pu trouver une place. Pareil pour les réfugiés arméniens d'Irak ou les réfugiés arméniens d'Ukraine. Donc il y a vraiment, une totale absence de Ouais. sens de l'intérêt général et de ce que c'est qu'un État. Puisque, à l'évidence, il y a vraiment dans la mentalité, dans la pensée politique des dirigeants arméniens, une absence du sens de l'État, du fait de l'histoire de ce pays qui a toujours été ballotté entre plusieurs empires. Et ce que fait M. Vartanian, en fait, c'est apporter un petit peu de lumière sur le Karabakh, parce que c'est une personnalité à la fois philanthropique et dans le monde des affaires qui est très connu en Russie, mais aussi en Occident, à travers le prix Aurora. Le prix Aurora, qui est un prix, je rappelle, depuis 7 ans, qui récompense des grands noms de l'humanitaire. Mmh. Au nom justement des rescapés, au nom des descendants des rescapés du génocide, c'est un prix qui récompense des humanitaires, des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Et donc, je crois qu'il y a aussi une dimension de communication dans ce qu'il fait, et il le fait, je veux dire, très bien. Le problème, c'est quelle est la ligne rouge des Russes, parce que les Russes ne laissent rien faire au Karabakh sans, bien entendu, leur aval. Et à l'évidence, il faut attendre à ce que
Ouais. les choses puissent évoluer de façon très rapide, puisque la Russie, bien sûr, garde la main sur le Karabakh. Le Karabakh est devenu de fait un protectorat russe. Alors, un peu de lumière pour terminer, une dernière question. On en parle donc, ces voix qui s'élèvent en France, la résistance arménienne quand même qui est là. On parle de cette promotion de résolution de solidarité avec, donc en solidarité avec l'Arménie et le Haut-Karabakh qui sera déposée aujourd'hui au Sénat. Que pensez-vous de cette initiative? Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette résolution si elle est approuvée, Tigrane? Moi, j'ai de bon espoir qu'elle soit approuvée parce que encore une fois, ce que fait le Sénat, c'est non pas un geste, c'est pas comment dire, un acte de bravoure, c'est un acte citoyen républicain qui à la fois désigne l'agresseur et l'agressé. Je crois que les Arméniens ont besoin aussi d'entendre cette voix, mais c'est aussi très important de revenir un peu aux fondamentaux de la question arménienne, qui est une question avant tout humaniste, une question citoyenne. Et encore une fois, le fait que cette résolution au Sénat soit appuyée par la droite comme la gauche, et que c'est une question transpartisane, ça renouvelle en fait l'idée que la question arménienne est une question aussi républicaine, parce qu'on a besoin des Arméniens qui restent en Arménie, qui restent en Artsakh, mais aussi on a besoin d'une communauté franco-arménienne qui soit mobilisée aussi sur des questions citoyennes, parce que les Arméniens de France sont des médiateurs, c'est un peuple pont, c'est un peuple monde qui justement peut jouer un rôle très positif pour la sérénité de la société française. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Tigrane Yegavian. Merci Merci à d'avoir vous. été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée. Radio